Merci beaucoup Stéphane, merci également à Hélène et puis au CRIFPE de m'avoir invité. Bonjour à tous. Je ne sais pas combien vous êtes, mais a priori vous êtes nombreux. Puis ça a suscité beaucoup d'intérêt cette conférence. Donc merci vraiment d'être là aujourd'hui. Je vais faire le mieux que je peux pour vous parler de ce sujet qui est, j'ai envie de dire, dans l'air du temps. Puis dans l'idéal, ça serait intéressant que ça accélère la réflexion qu'il y a au niveau de cette thématique, donc la thématique plus globale du changement climatique. Aujourd'hui, j'en parle en lien avec l'éducation physique, l'éducation à la santé, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire des liens avec beaucoup de disciplines dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la formation initiale, formation continue, etc. Donc, c'est un travail d'initiation, c'est un travail de réflexion, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apprises et je vais être en fait très curieux de récupérer vos commentaires, de récupérer vos connaissances, vos références, votre vécu, vos sensibilités, vos expériences par rapport à ça, parce que tout peut nourrir ce travail, puis c'est vraiment intéressant. Deux petites informations avant de commencer également. Alors, je ne suis pas tout seul à travailler sur cette thématique-là. Vous voyez la liste de plusieurs de mes collègues nationaux, internationaux, étudiants, étudiants avancés, étudiants terminés, etc. Donc, c'est un travail collectif, c'est un travail qui s'enrichit parce que lorsqu'on est en recherche, lorsqu'on est dans le travail de professionnel, ben, plus on est nombreux et plus on rit, mais surtout plus on est intelligent et mieux on pense. Donc, j'y crois vraiment à ce travail collectif de recherche, à ce travail collectif de création de contenu. Il y a sûrement des personnes aussi que j'ai oublié de mentionner ici. Par ailleurs, j'ai eu la chance d'être nommé comme titulaire de la chaire UNESCO sur le sport pour le développement et la paix, mais aussi l'environnement. C'est une première à l'UNESCO qu'on s'intéresse de plus en plus à cette question de l'environnement, à cette question du changement climatique, avec une notion de vouloir accélérer réellement les enjeux là-dessus, puis le travail qui est fait en réalité. Alors, je vous invite pour commencer à prendre une grande inspiration. Vous avez ici une belle photo de la forêt, en tout cas celle qu'on connaît actuellement, ou qu'on connaissait il y a quelques années. Malheureusement, ben, aujourd'hui, ce que vous connaissez aussi, ou en tout cas tout le monde a expérimenté au niveau du Québec, au niveau du Canada, ben, c'est ces événements-là qui sont tristes et qui s'accélèrent de plus en plus au fur et à mesure des années, puis au fur et à mesure que ben, on ne fait pas grand-chose. Donc, un premier message initial que j'ai envie de vous lancer, c'est que ben, la maison, elle est en train de brûler. Il y a plusieurs scientifiques. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe intergouvernemental pour l'environnement et le climat, qui s'appelle le GIEC, dont je vais vous reparler dans 2 minutes, qui nous met en garde depuis un certain nombre d'années sur justement le fait que la maison est en train de brûler, puis qu'il va falloir se questionner sérieusement sur quels sont nos impacts de nos actions, quels sont les impacts de ce qu'on fait concrètement à tous les jours et qui peut avoir un impact vraiment négatif pour la planète et a posteriori en fait sur nous. Et c'est déjà le cas avec les images que vous le voyez parce que vous avez déjà été touché par les feux de forêt de l'année dernière, de l'été dernier, par des inondations ou des crues massives qui peuvent survenir suite à des cyclones, mais qui peuvent aussi survenir par des pluies torrentielles. On en a eu aussi au Québec, on en a eu au Canada. Et puis aussi toutes les crises de verglas qui s'accélèrent. On parle évidemment de celle de 1998, mais celle de 2023 était une autre forme de crise du verglas. Et toutes ces crises, eh bien, vont être appelées à être exacerbées, à s'accélérer, à s'accentuer. Si on prend le dernier ouragan Milton qui a traversé les États-Unis, il faut savoir qu'en moins de 36 heures, cet ouragan est passé d'une catégorie 1, donc un petit ouragan, jusqu'à une catégorie 5 et ce qu'on appelait un monstre d'ouragan, donc avec des conséquences possibles sur la Floride. Et c'est ce qui s'est passé en termes de destruction et puis de catastrophes naturelles. Donc vous imaginez aussi les conséquences que ça amène, tout cela, que les personnes après doivent se déplacer, perdre leur maison, perdre leur territoire, éventuellement se reloger, etc., etc. Donc, on voit que la santé humaine, les personnes, donc c'est nous qui sommes les premiers impactés par ces changements climatiques. Donc, le premier message que je vous passe, c'est cette maison est donc en train de brûler. Et puis, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On va le voir, on va regarder ça tranquillement ensemble. Ensuite, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des choses qui sont dans nos mains individuelles, dans nos mains d'individus, de citoyens. Il y a des choses qui sont dans nos mains de professionnels dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'éducation physique. Puis il y a des choses qui sont dans les mains de nos collègues, par exemple les administrations scolaires, mais également les commissions scolaires, également le gouvernement
et évidemment, plus largement, les pays qui ont aussi des rôles à jouer là-dessus au niveau des lois, au niveau des politiques qu'ils mènent. La question qu'on se pose depuis un petit temps, c'est en fait, lorsqu'on regarde le nouveau référentiel des compétences professionnelles au niveau du ministère de l'Éducation du Québec, qui a été publié en 2020, donc c'est quand même très récent, et certaines publications qui existent également au niveau de l'éducation environnementale, l'éducation à l'environnement, ben on se pose la question en fait, si je reprends l'expression en anglais, est-ce que la crise climatique, le changement climatique, ben c'est pas l'éléphant qui est dans la pièce, mais que personne ne veut regarder? Et que personne n'adresse. Si vous regardez le référentiel des compétences professionnelles pour la formation des personnels enseignants, eh bien, on s'aperçoit que le changement climatique n'est mentionné nulle part, alors que c'est prépondérant partout dans nos vies, comme je vous en ai parlé juste avant. Et dans les recherches scientifiques, à part les scientifiques qui s'intéressent spécifiquement à cette question, ben, on a encore beaucoup de croûtes à manger, on a encore beaucoup de chemin à faire sur cette question du changement climatique et de comment on l'intègre dans nos pratiques, comment on l'intègre dans nos formations. Donc, c'est pour ça que je vous invite un peu à réfléchir aussi sur cette question de, ben, est-ce que c'est quelque chose d'un truc énorme qui est au milieu de la pièce, puis que justement il faudrait considérer, ou est-ce que au contraire, est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça? Euh, vous êtes au niveau international, on fait partie donc d'une organisation plus grande qui s'appelle les Nations Unies. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un cours là-dessus. Les Nations Unies, en 2015, se sont dotées d'objectifs de développement durable. Donc, c'est vraiment dans cette optique de travailler en lien respectueux avec l'environnement. Donc, il y a 17 objectifs là-dessus. Et le numéro 13, ben, c'est exactement adressé sur le changement climatique. C'est donc de prendre action par rapport au climat. Puis vous pouvez aller voir, il y a tout un ensemble de standards, de détails qui sont mentionnés par rapport à ça. Donc, le Canada, comme pays membre des Nations Unies, mais aussi le Québec, membre aussi des Nations Unies et observateur, par exemple, à l'ONU, et membres de l'UNESCO, ben, sont tenus de respecter ces engagements et de tenir ces actions, puis de travailler en lien avec ces standards. Est-ce qu'ils le font? Ben, c'est pas toujours ce qu'on voit. Donc, je vous mentionne simplement ces objectifs-là parce que c'est beaucoup plus global. Et le changement climatique aussi, ce qu'ils font comprendre, c'est qu'ils s'en fichent des frontières, ils s'en fichent des barrières, ils s'en fichent des langues, ils s'en fichent des cultures, des religions. Lui, il passe et il atteint tout le monde. Donc, c'est un phénomène qui est global, qui touche tout le monde globalement. Et les impacts que nous, on a à notre niveau au Canada, ben, ce sont souvent aussi les conséquences de nos actions ou de nos non-actions. Mais ce sont aussi des répercussions et des conséquences qui vont avoir des conséquences un peu partout sur la planète, au-delà des frontières, au-delà des différentes barrières des différents pays. Alors, il y a trois questions on a voulu se poser, puis j'aimerais me poser avec vous en lien avec cette présentation d'aujourd'hui. Les questions des liens. Donc, est-ce qu'il existe des liens entre le changement climatique et puis pour le thématique qui nous intéresse aujourd'hui, donc le sport, l'activité physique et plus généralement l'éducation physique et à la santé? Parce que l'objet d'étude de l'éducation physique, c'est la motricité humaine, et ça prend appui sur le sport, ça prend appui sur l'activité physique. Puis on le sait aujourd'hui que le sport, l'activité physique sont importants, et même j'ai envie de dire prépondérants pour la santé des êtres humains. Donc il est crucial de s'assurer que les personnes ont la possibilité de faire du sport, de l'activité physique comme il se doit. La deuxième question que j'aimerais me poser avec vous, c'est donc s'il y a des liens entre le changement climatique et l'activité physique, parce on peut penser que c'est très éloigné, en fait, l'environnement d'un côté, et puis le sport, l'activité physique, l'éducation physique, ça n'a rien à voir. S'il y a des liens, ben, quelles sont les influences qu'il peut y avoir entre le changement climatique et nos actions concrètes en éducation physique? Et puis finalement, ben, moi, je suis quelqu'un qui essaye d'être optimiste, qui essaye d'avoir de l'espoir. Je parlais avec des collègues haïtiens un jour qui me disaient, mais comment vous faites pour vivre dans un chaos total avec votre société, avec les trucs? Ils me disaient, ben, Teguen, il faut absolument garder l'espoir. Si tu n'as pas d'espoir, tu n'as rien, puis tu pourras pas avancer, donc il faut garder l'espoir. Donc je souhaite absolument vous proposer des pistes de solutions, puis de vous dire, ben, il n'est jamais trop tard. On est en train de passer des limites planétaires, on est en train de se mettre vraiment dans le rouge, puis j'ai même envie de dire dans le noir, mais il est jamais trop tard, en fait, ne rien faire, c'est pire encore que d'essayer de faire quelque chose. Donc, voilà les trois questions avec lesquelles je vais travailler aujourd'hui, puis je vais essayer d'élaborer des liens. Puis garder un peu la casquette aussi de dire, ben, aujourd'hui, on fait des liens entre le sport, l'activité physique et l'éducation physique.
mais possiblement, vous pouvez élargir ça donc au domaine, à vos domaines à vous, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la kinésiologie, l'éducation physique, les conseillers pédagogiques, etc., etc. Tous vos champs vont être impactés d'une manière ou d'une autre par le changement climatique, et c'est ce genre de questions, de réflexion qu'il faut avoir. Alors, je me permets de vous faire un petit cours très très rapide sur le changement climatique parce que on n'est pas tous au même niveau là-dessus. Comme je vous le disais, il y a donc un groupe de chercheurs, ils sont à peu près 15 000 chercheurs sur la planète, à être réunis dans un groupe qu'on appelle le GIEC. Le GIEC, c'est un groupe donc intergouvernemental qui ne dépend pas des États et qui produit des rapports à chaque année. Donc, vous avez ici les titres des derniers rapports du GIEC de 2017, de 2021, 2019, 2014, etc. Et toutes les conclusions de ces rapports vont dans ce sens-là. La poursuite des émissions de gaz à effet de serre entraînera un réchauffement supplémentaire et des changements durables dans toutes les composantes du système climatique, ce qui va entraîner, et ça c'est important, la probabilité de conséquences qui sont graves, généralisées et irréversibles pour les populations et pour les écosystèmes. Donc, pour limiter le changement climatique, il est nécessaire, il faudrait procéder substantiellement à des réductions durables des niveaux de gaz à effet de serre qui, conjugués à une adaptation, peuvent limiter les risques face au changement climatique. Donc ça, c'est tiré du rapport de 2014. Les réponses et les conclusions des rapports plus précédents vont dans le même sens. Puis on fait simplement en fait passer ce qu'on appelle en anglais des tipping points. Donc on passe des limites, puis on est en train d'infléchir la courbe de qu'est-ce qu'on va pouvoir sauver à la fin. Donc il est urgent de bouger puis de faire quelque chose. En lien avec le GIEC, donc je vous parlais de ce groupe de chercheurs. Donc je veux simplement vous mentionner qu'il y a trois groupes de recherche, trois groupes de travail sur le GIEC. Un premier qui travaille sur les éléments scientifiques. Donc c'est vraiment un groupe qui travaille à mesurer, par exemple, les niveaux des glaciers, le niveau de la mer, les niveaux des intempéries, etc. Puis vous avez toutes les références à chaque fois là pour retrouver les informations. Ça dépend donc des Nations Unies. Donc, ce sont des organisations qui dépendent des Nations Unies, notamment du programme des Nations Unies pour l'environnement. Si vous voulez, le terme en anglais, c'est IPCC, Internal Governmental Panel on Climate Change. Donc, vous avez aussi la possibilité de regarder ça. Le deuxième groupe de travail, après avoir mesuré les éléments scientifiques sur le changement climatique, on s'intéresse à quelles vont être les conséquences et la vulnérabilité de tous les écosystèmes, des populations, des territoires également en lien avec ça. Et puis, il y a un troisième groupe de travail qui s'intéresse donc aux atténuations en lien avec le changement climatique et qui essaye de proposer justement des alternatives en disant qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça pour essayer de travailler ça. Puis donc, ça regroupe tout un ensemble de chercheurs, de collaborateurs, d'examinateurs, parce que c'est ultra, observé, le GIEC, ce que fait le GIEC. Donc, les membres du GIEC ne peuvent pas s'assurer vraiment qu'il y ait des failles là-dessus, donc ils sont évalués, réévalués sans arrêt, etc. Puis ils mettent en place également des équipes spéciales de temps en temps pour certains projets en particulier. Alors les indicateurs du changement climatique qui sont mesurés notamment par le groupe numéro 1, vous en avez ici. Donc le niveau par exemple de méthane, le niveau de dioxyde de carbone, de nitrus, d'acide nitrique, l'acidification des océans ou la température à la surface de la planète. Donc, ce sont les mesures et les indicateurs que les experts mesurent lorsqu'ils travaillent sur le changement climatique. Vous avez ici une carte un petit peu plus simplifiée des indicateurs du changement climatique, donc ce qui vous montre quelles sont les conséquences concrètes sur tout un ensemble de paramètres de ces indicateurs qui montrent que le climat est en train de se modifier, est en train de s'accélérer en termes de changements majeurs. Et donc, vous avez toutes ces modifications qui se créent au niveau du climat. Au niveau de la science, puis cette présentation, elle va être autant pour des scientifiques, mais aussi pour des praticiens. Donc, je veux vraiment balancer des deux côtés, savoir qu'est-ce qu'on connaît de la science, puis qu'est-ce qu'on connaît aussi de la pratique pour faire travailler les deux et se faire parler les deux. Les scientifiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent année après année les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, au niveau global. Puis vous voyez que à partir de la révolution industrielle, puis même avant, tout ce qu'on fait, c'est augmenter cette tangente. Ensuite, à partir de où est-ce qu'on en est rendu dans la courbe, on fait des projections. Donc des projections de si la température de la planète s'augmente de 1 à 1,9 degrés, qu'est-ce que ça va donner, le niveau de possibilité d'augmentation de cette courbe.
de 1 à 2,6, de 2 à 4,5. Puis vous voyez, les projections sont vraiment à la hausse. Donc, c'est vraiment inquiétant au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est simplement un indicateur depuis 1850. Les changements climatiques, ça crée surtout, et c'est ça qui est problématique aussi, des inégalités. Ce qui a été démontré par la recherche, ce sont des inégalités entre pays. Donc, vous avez sur la carte ici, en haut les pays qui émettent le plus d'empreintes carbone par habitant. Et puis, vous avez dans le sud ici, ou principalement les pays du sud, qui sont les plus impactés, en tout cas les pays qui sont les plus impactés, excusez, par les changements climatiques et qui sont les plus vulnérables par rapport à ces changements. Puis vous voyez que la carte est quasiment inversée en termes de données. Donc c'est vraiment hallucinant et c'est vraiment complexe. Donc ça donne quoi au niveau des discours internationaux? Ben, ça donne des pays beaucoup plus vulnérables, ça donne des pays qui ont moins de ressources, moins de possibilités, qui sont les plus sujets à des changements climatiques et qui donc appellent les pays dits du Nord à prendre action, à poser des actions, à réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre et à changer réellement leurs pratiques. Alors le Canada est très noir ici parce que ben, simplement il faut comprendre qu'au Canada il fait froid une grande partie de l'année, donc on a besoin d'énormément d'énergie pour se chauffer. Puis à contrario, vous avez l'Australie ici qui est tout le contraire. Il fait trop chaud en Australie, donc ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour plutôt se rafraîchir. Dernière chose sur cette étude aussi de Guivarch et de Taconnet, c'est donc il y a une inégalité qui est démontrée entre les pays. Donc on le voit, c'est vraiment le nord et contre le sud. Vous avez une inégalité au sein des pays. Donc à l'intérieur des pays, vous avez même aussi, puis on le sait nous-mêmes, si on prend l'exemple du Canada ou de la province du Québec, il y a beaucoup d'inégalités. Il y a des gens qui sont beaucoup plus vulnérables par rapport au changement climatique. Par exemple, ils n'ont pas accès au chauffage de la même manière. Ils n'ont pas accès à l'air conditionné lorsqu'il fait des vagues de chaleur monstrueuses pendant l'été. Donc, il y a des inégalités au sein des pays. Ça crée, ça exaspère, ça exaspère, pardon, les inégalités au sein des pays. Et vous avez aussi une inégalité qui se crée au niveau des générations. Les conséquences qu'aujourd'hui on vit du changement climatique, eh bien, ce sont les conséquences du mode de vie que nos parents et nos grands-parents ont eu, donc il y a à peu près 10 ans, 20 ans. Donc, on subit en fait les conséquences de ce que la génération d'avant, les générations d'avant ont eu comme mode de vie. Et nous, le mode de vie qu'on est en train dans lequel on est en train de fonctionner, eh bien, va avoir une conséquence sur les générations futures. Donc, c'est ça qui est vraiment aussi inégal. Et c'est pour ça que ça rend les jeunes éco-anxieux et ça rend les jeunes un peu, ils sont frustrés parce qu'ils disent, bah, c'est pas de notre faute si on trouve une planète dans cet état. Donc, ça crée aussi ça. Ce qui est moins démontré encore par la recherche, parce que ces trois inégalités ont été vraiment très clairement démontrées par les chercheurs, ce qui est moins démontré, c'est les inégalités au niveau du sexe, qui, a priori, vont être exacerbées par les conséquences du changement climatique. On a aussi d'autres conséquences qui peuvent aussi être des mouvements de population. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Pourquoi on a de plus en plus de migrants qui arrivent des pays justement du sud vers le nord? Ben, c'est pour ces raisons-là. J'aime beaucoup ce graphique, pas pour ce qu'il représente et pas pour les mesures qu'il donne, mais pour qu'il vous donne une projection. Vous avez ici donc un graphique qui a été fait par le Global Carbon Project, qui a proposé donc une lecture de mesures des émissions de gaz à effet de serre à travers le temps. Et vous voyez que lors de la crise financière de 2008, on a eu une inflexion de cette courbe-là. Mais dans la réalité, il faudrait en fait une inflexion de Covid-19 une fois par année pendant à peu près une trentaine d'années pour revenir à un état initial comme on le connaissait donc au début des années 90. Donc vous voyez l'effort majeur que ça génère et qu'il va falloir produire par rapport à ça. Je termine le petit cours sur le petit crash cours sur le changement climatique en vous montrant cette image. Je vous laisse une minute pour la regarder. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Alors, si je reviens à mes trois questions, la première question, donc la question des liens, eh bien, on s'est intéressé à dire est-ce qu'il y a des liens entre finalement le changement climatique, ce que je viens de vous montrer un petit peu, puis le sport, parce qu'a priori, on dirait, bah, ce qui est du domaine de l'environnement ne touche pas le sport, ne touche pas l'activité physique, ne touche pas l'éducation et l'éducation physique. Donc, avec des collègues, on a travaillé sur une revue de littérature qui a cherché à recenser tout un ensemble d'articles de manière très systématique
On a trouvé 74 références. Vous avez ici toutes les informations plus détaillées de cette revue de littérature qui est disponible en ligne. On est en train aussi de la remettre à jour, cette revue de littérature, et le nombre de références a explosé depuis que cette revue de littérature a été réalisée. Donc, on a beaucoup plus de références maintenant à intégrer dans la nouvelle revue de littérature éventuellement qu'on voudrait créer. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans cette revue de littérature? Eh bien, toutes les formes d'éducation, d'activité physique. Donc, on parle d'activité physique sportive, du loisir, des activités physiques domestiques, par exemple du jardinage, par exemple le ménage, etc. Des activités physiques occupationnelles, du transport actif et de l'exercice physique. Ben, tout ça est et va être impacté par le changement climatique. Et quand je dis est, c'est que c'est déjà là. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez vécu l'épisode des feux de forêt l'année passée, eh bien, les feux de forêt vous ont impacté tous. Il était impossible d'aller jogger dehors parce que vous alliez respirer des particules fines qui étaient dans l'atmosphère, donc c'était impossible. Donc tout le monde est affecté par le changement climatique. C'est pas simplement un mythe aujourd'hui. D'autres liens qui ont été trouvés dans cette revue de littérature, eh bien, c'est des liens entre la pollution de l'air et l'activité physique, le climat extrême et l'activité physique, des catastrophes naturelles qui impactent l'activité physique, la réduction aussi des émissions de gaz à effet de serre et l'activité physique, l'empreinte carbone des participants et de l'activité physique, puis tout un ensemble d'études aussi qui s'intéressent à quel va être le futur de l'activité physique et du sport, et peut-être que vos domaines skiables vont ressembler dans quelques années à la photo que vous avez juste ici, là. C'est une photo qui n'a pas du tout été retouchée, c'est une vraie photo, là. Donc les études, qu'est-ce qu'elles montrent? Eh bien, il y a eu des adaptations. Elles montrent que les pratiques sportives se sont adaptées, ont changé déjà leur manière de faire. Alors par rapport à des vagues de chaleur, je vous donne quelques exemples. Eh bien, on a introduit dans les compétitions sportives de soccer ou de football un cooling break, donc une pause pour boire de l'eau, pour se reposer. Donc, au milieu de la mi-temps qui dure 45 minutes, ben, aujourd'hui, dans les compétitions sportives, vous avez ce cooling break qui permet aux sportifs, aux athlètes de prendre de l'eau, de se reposer un petit peu. Vous avez des événements sportifs, des événements comme des matchs de baseball ou des marathons. Peut-être que vous avez été voir le marathon de Montréal qui a eu lieu il y a quelques temps. Ben, vous avez aussi toute une ensemble de générations de déchets qui sont créés. Donc, par exemple, à chaque spot de ravitaillement, ça crée tout un ensemble de déchets supplémentaires. Et puis, vous avez aussi tout un ensemble de pratiques qui s'adaptent. Vous voyez une équipe de cricket ici en Inde. Tous les joueurs portaient des masques tellement l'air était pollué ambiant. On a eu également le même phénomène. Je pense que vous avez peut-être vu ces photos-là l'année dernière au moment de l'épisode des feux de forêt, des joueurs de baseball au niveau des États-Unis qui portaient des masques, ils portaient pas des masques, mais par contre en tout cas ils jouaient dans une atmosphère complètement rouge, complètement entourée donc de pollution de la forêt qui brûlait, etc. Il y a eu des adaptations déjà sportives et ça c'est intéressant de les noter. Par exemple, l'Australian Open, donc la compétition de tennis qui se passe à Melbourne donc en janvier. Il faut savoir que donc au niveau du globe c'est inversé au niveau des saisons. Donc en janvier vous êtes au pic de l'été, donc il fait très très chaud. Et l'Australian Open, donc la compétition de tennis internationale qui fait partie des grands chelems, a carrément créé un heat stress scale, donc une échelle pour mesurer la chaleur de l'atmosphère et la chaleur qui est environnante. Et vous voyez que ben, il y a il y a des cotes, le code 4 et la cote 5, qui ne permettent pas aux joueurs, donc ils sont obligés de suspendre l'activité, suspendre la compétition jusqu'à ce que la température baisse. Donc ils ont créé eux-mêmes cette échelle pour générer le truc. Puis on a eu tout un ensemble d'événements aussi où il y a eu des athlètes qui sont tombés avec des coups de chaleur, qui étaient pas assez hydratés, puis qui ont dû arrêter ou suspendre les activités. Le paradoxe là-dedans, c'est que j'ai eu la chance en 2023 d'aller à l'Australian Open et puis donc on a eu la vague de chaleur et 2, 3 jours plus tard, on a eu une tempête tropicale complète qui a duré 3 jours sur cette activité et sur cette compétition. Donc imaginez-vous 15 jours de compétition, ça dure 2 semaines. Vous avez 3 jours de pluie tropicale, impossible de faire les compétitions. Et puis vous avez 2 vagues de chaleur à travers ça qui étaient de à peu près 2 ou 3 jours. Donc vous êtes obligé de reporter une semaine complète de compétition, ou en tout cas de jouer à des horaires impossibles. D'ailleurs, les joueurs de tennis se sont plaints, ils jouaient très tard le soir, même dans la nuit. Donc ça a posé des réadaptations importantes au niveau des compétitions sportives. Et puis je vous parle même pas du cas Djokovic avec le cas du Covid-19 qui oblige aussi les athlètes à se réadapter
d'une autre manière. Donc, vous irez voir les informations par rapport à ce cas Djokovic dans les médias qui n'avait pas voulu prendre le vaccin pour participer à la compétition de l'Australian Open. On a trouvé également dans cette revue de littérature tout un ensemble d'autres études qui s'intéressent donc par exemple aux catastrophes naturelles. Alors vous avez par exemple des événements de pluie intense qui obligent les compétitions sportives à être repoussées, à changer la calendrier des compétitions sportives. Donc vous avez vraiment un impact là-dessus sur le calendrier sportif. Donc imaginez en termes financiers, en termes de déplacement, en termes de spectateurs, en termes de coûts, tout ce que ça peut générer. Et puis, vous avez aussi des études qui ont montré que, en fait, plus on est exposé à des catastrophes naturelles, bien moins on va faire d'activité physique. C'est logique. Vous avez des feux de forêt dehors. On vous déconseille d'aller jogger dehors. Donc, on va avoir une diminution de l'activité physique chez les participants et particulièrement les participants qui sont jeunes et qui sont âgés. Donc, vous voyez le genre d'impact que ça peut arriver, que ça peut générer ces changements climatiques sur les personnes. L'autre chose qui est intéressante de noter dans le domaine du sport, c'est qu'il y a des organisations sportives, notamment aux États-Unis, du côté de la Floride et de la Nouvelle-Orléans, qui ont aidé les communautés. Donc, ils sont impliqués dans l'aide à la communauté. Donc, par exemple, en ouvrant leur gymnase pour pouvoir héberger des communautés qui avaient été entièrement ravagées par les ouragans. Il n'avait plus du tout d'espace où vivre. Donc, c'est intéressant. Il y a eu plusieurs interventions et plusieurs communautés sportives qui ont ouvert donc leurs infrastructures et qui ont aidé. Par exemple, il y a des joueurs de la NBA qui ont été donc parler aux communautés pour essayer de leur remonter un petit peu le moral, etc. Donc, il y a eu des études là-dessus. Et puis la photo ici, elle est intéressante parce que vous avez aussi des organisations sportives, des clubs sportifs qui s'organisent à dire comment on peut faire. On organise des compétitions pour répondre à des catastrophes. Donc vous avez ici deux participants qui déplacent un matériel pour répondre à une catastrophe naturelle. Donc par exemple dans un endroit où on ne pourrait pas avoir accès avec le matériel traditionnel pour apporter les premiers secours. Donc vous avez ici un exemple de ça. Vous avez ici aussi une étude qui s'est intéressée aux empreintes carbone des sportifs. Puis vous voyez ici par rapport aux empreintes des pays, l'impact des participants sportifs, notamment de surf, de plongée, de golf, et puis de certaines activités, notamment des activités de plein air, qui ont un impact majeur par habitant et par résident, par habitant et par année. Pourquoi? Parce que ces participants-là sont appelés à voyager. Donc, par exemple, si vous êtes au Québec, vous voulez aller faire une randonnée, vous allez devoir faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de trajet de voiture. Donc, vous allez prendre votre auto, vous allez générer des empreintes carbone et ensuite, vous allez aller dans la nature, faire votre randonnée, vous allez revenir. Donc, au final, vous allez avoir un impact carbone qui est majeur. Je prends l'exemple aussi de la ville de Québec. Il y a eu, c'est très rare, et puis je pense que encore aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de service d'autobus pour aller de la ville de Québec jusqu'au parc, par exemple, de la Jacques-Cartier, qui est vraiment juste à côté de la ville de Québec. Donc, on est obligé de prendre une auto individuelle pour aller à la parc de Jacques-Cartier. Vous avez des études aussi qui sont intéressées, et ça c'est intéressant, à dire est-ce qu'on pourrait repenser l'impact des Jeux Olympiques sur le changement climatique. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de mieux penser les changements climatiques, mieux penser l'organisation des Jeux Olympiques pour mieux respecter ou avoir moins d'impact sur l'environnement. Il y a eu plusieurs propositions qui ont été proposées, notamment cette étude-là. Donc, par exemple, de dire, on pourrait, au lieu de reconstruire à chaque fois des nouveaux stades, des nouvelles installations dans des nouvelles villes, on pourrait avoir une participation tournante. Donc, ce serait par exemple une ville en Europe, ensuite une ville aux États-Unis, une ville en Amérique du Sud, une ville en Asie, et on fait une rotation comme ça de l'organisation des Jeux Olympiques. Comme ça éviterait qu'à chaque fois on crée et on génère de nouvelles constructions. Je vous laisse penser juste à l'organisation et la création de la Coupe du Monde au Qatar, qui a été, on a créé 9 stades de soccer dans le désert. Ils ont été ultra climatisés. C'était intéressant parce que l'expérience des gens là-bas disait que les sportifs étaient à un niveau, donc au niveau de la pelouse. L'air était climatisé, il faisait frais, c'était vraiment intéressant. Les gens qui étaient en haut dans les gradins, dans les estrades, eux disaient, nous, on mourait de chaleur parce qu'en fait, le stade n'était pas climatisé à cet endroit-là, puis on était en plein dans le soleil. Donc, l'expérience était complètement différente par rapport à ça. L'autre chose que montre cette étude, puis il y a eu d'autres études qui ont montré ça, c'est que simplement, on pourrait aussi penser une réorganisation des compétitions. Par exemple,
le calendrier de Formule 1 pourrait être repensé de manière à dire ben, peut-être qu'on peut faire les compétitions rapprochées dans un endroit particulier, puis ensuite déplacer le matériel à un autre endroit sur la planète, plutôt que de traverser la planète à chaque fois avec les avions, avec les charters, avec tout le matériel des Formule 1. Ça a été la même chose qui a été pensé pour le tennis, pour les compétitions de tennis. Il serait possible de réorganiser le calendrier pour avoir beaucoup moins d'impact. Puis de manière plus locale, ben, la question se pose aussi pour l'organisation des compétitions sportives, par exemple au niveau de la province du Québec. Lorsqu'on se déplace, par exemple, de Montréal à Québec, est-ce qu'on peut pas jouer plusieurs matchs et plusieurs compétitions sportives dans la ville de Québec une fois ou autour de la ville de Québec lorsqu'on s'est déplacé, plutôt que d'avoir à se déplacer tous les week-ends pour se rendre à la ville de Québec pour faire une nouvelle compétition à chaque fois. Je parlais récemment avec un étudiant athlète qui me disait, mais c'est fatigant et c'est plus fatigant en fait le transport d'aller à chaque fois à la ville de Québec ou de se déplacer en Ontario, etc., plutôt que d'aller une seule fois jouer un ensemble de matchs, jouer un ensemble de compétitions, donc à repenser cette manière d'organiser les choses. Et puis le dernier élément qu'on a sorti de cette revue de littérature, ben, c'est quel est le futur de l'activité physique dans un contexte de changement climatique. Puis là, il y a des pistes de projection qui ont été lancées par des chercheurs. Donc, renforcer les transports publics, ça c'est une piste très forte. Renforcer les moyens et les stratégies de transport actif qui sont encore assez faibles en termes de pistes cyclables, par exemple, ou de disponibilité des infrastructures, par exemple, pour stationner son vélo à l'abord des institutions, notamment des universités, etc. Et puis renforcer aussi les politiques locales. Il y a beaucoup de politiques locales. Si je prends l'exemple juste de la ville de Trois-Rivières, pendant très longtemps, la ville de Trois-Rivières était en défaveur de l'implantation du vélo. Donc, il y avait peu de pistes cyclables qui étaient disponibles pour les usagers, pour les cyclistes autour de la ville de Trois-Rivières. Et donc, les gens ne prenaient pas leur vélo parce que c'était trop dangereux. On allait directement dans le boulevard avec les autos, le boulevard des Forges pour ceux qui connaissent. Et donc, c'était trop dangereux. Donc, ça désincitait les gens à aller faire du vélo puis à utiliser son transport actif. Donc, repenser et réfléchir à ces notions-là pour éventuellement créer un meilleur futur pour l'activité physique qui va être le socle de base de l'éducation physique de demain. Donc, c'est pour ça que je vous parlais aussi de ces liens entre sport, activité physique et changement climatique. Au final, ben, vous avez ici en bleu l'ensemble des critères avec lesquels on regarde le spectre du changement climatique. Et vous avez en rouge tous les impacts négatifs du sport, de l'activité physique et même de l'éducation physique par extension. Si on prend par exemple des transports scolaires, le transport d'athlètes, également des activités qui se font en plein air, mais également des comportements aussi sédentaires de nos jeunes, le fait qu'ils ne puissent pas réaliser des transports actifs, etc. Donc tout ça va avoir un impact sur le changement climatique et sur les indicateurs concrets du changement climatique. Et en vert, ben, vous avez les peu d'interventions, les peu d'éléments qui ont un effet positif ou en tout cas qui ne contribuent pas à accentuer encore plus le changement climatique. Donc, la question du lien, elle est majeure, elle est faite. Donc, je pense qu'à partir de ça, on peut dire ben, qu'il y a un lien très fort entre le changement climatique, l'activité physique, le sport, mais également par ricochet, l'éducation physique. Donc là-dessus, ça nous a amené à produire deux papiers, un qui a été réalisé en 2021 dans le journal Propulsion, à destination des professeurs d'éducation physique au niveau du Québec. Et puis on a fait également un chapitre un chapitre qui est en ligne de Outdoor Learning in Canada, où on a parlé de ces enjeux-là. Ce qu'il faut comprendre, bah, c'est qu'il est impératif, premièrement, que les activités physiques scolaires s'adaptent à ces changements. Il va falloir travailler autour de ces activités physiques scolaires, de comment on utilise les moyens d'action, comment on utilise les activités qu'on propose à nos jeunes. Le deuxième, c'est qu'on a la chance d'avoir tout un ensemble de contextes qui sont variés. On n'est pas dans une classe scolaire, on est dans plein d'endroits différents. On peut enseigner l'éducation physique dans plein d'endroits, dans une patinoire, dans une piscine, dans des parcs, dans des forêts, dans des terrains extérieurs, etc. Et on peut utiliser cette variété pour montrer en fait l'ensemble des possibilités qu'on peut faire et s'adapter selon les possibilités locales, selon les dispositions, et puis également les impacts aussi du changement climatique chez nous. Et puis ce qu'on croit également, au final, c'est que l'éducation physique peut fournir un contexte qui est idéal pour sensibiliser les jeunes, les doter de connaissances, les doter de compétences en matière de protection de l'environnement, de biodiversité, de lutte contre le changement climatique, puis de contribuer à la mitigation donc de l'anthropocène, donc l'ère où les êtres humains sont en train de dominer le monde.
Ça nous a amené à créer ce modèle-là. Il n'est pas parfait, c'est un premier modèle, mais on pense que ça peut déjà inspirer plusieurs choses. Alors, la manière dont on comprend ce modèle-là ou la manière dont il faut le lire, c'est que d'un côté, vous avez le changement climatique ou les changements climatiques. Là-dessus, les experts ne s'entendent pas sur comment on appelle ça. Et de l'autre côté, vous avez l'éducation physique, l'activité physique, le sport. Et si on écoute le groupe du GIEC, le GIEC parle de deux grandes approches qu'on a essayé de calquer ici. L'approche donc plus euh, d'adaptation. Donc, le changement climatique a des impacts sur l'activité physique, l'éducation physique, le sport. Donc, dans ce cas-là, on va essayer de s'adapter par rapport à ce qui nous arrive. Par exemple, des vagues de chaleur, qu'est-ce qu'on fait? Des crises de verglas, qu'est-ce qu'on fait? Des feux de forêt, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et vous avez également la possibilité d'aller dans une relation bilatérale, c'est-à-dire de l'autre côté, avec la création de contenus d'enseignement qui sont spécifiques pour travailler sur une approche de comportement qui est proactive par rapport à ça, pour préparer les élèves, pour les sensibiliser dans leur pratique à avoir un comportement qui est le plus respectueux et qui ne va pas avoir d'impact majeur sur le changement climatique. Cette approche-là s'adresse autant aux profs d'éducation physique, mais également aux autres profs, mais on pense aussi qu'il y a un rôle à jouer très fort de l'administration scolaire là-dessus. Par exemple, de dire d'autoriser des déplacements, des voyages ou des compétitions sportives, l'organisation de déplacements d'équipes complètes, ça peut avoir aussi un impact majeur sur tout ça. Donc, il faut comprendre et repenser un petit peu ces liens dans cette relation bilatérale et ça nous donne deux portes d'action, donc une approche plutôt de la résilience, puis une approche plutôt du comportement proactif. Puis c'est là-dessus qu'on va aussi, on est en train de travailler puis de poser des actes et des questions. La deuxième question que j'avais pour vous, c'était quelles sont les influences qu'il y a entre l'activité physique, le sport, l'éducation physique et également le changement climatique ou l'environnement naturel et comment les deux peuvent s'influencer de l'un à l'autre. Là-dessus, on peut trouver déjà plusieurs livres qui existent dans la littérature qui ont traité de cette question-là d'une manière plus théorique, d'une manière plus réfléchie, plus de réflexion à ce stade de la recherche, d'avancée de la recherche. Mais on a aussi des pistes de réflexion d'influence. Donc, par exemple, vous avez des questions de durabilité du sport. Est-ce qu'une activité physique, elle est durable dans le temps ou est-ce qu'elle est très consommatrice en termes d'impact pour le climat? Est-ce que vous avez une activité qui est aussi vulnérable en termes climatiques? Donc, ce que vous proposez comme activité, vous faites, il y a un prof d'éducation physique qui me parlait d'une sortie qu'elle faisait en plein air et elle est tombée en plein milieu d'une tempête complète qui a eu lieu. Donc, ça crée la question de la vulnérabilité climatique par rapport à certaines activités. Vous avez toute la question de l'éducation, de la sensibilisation aussi par rapport à ces changements climatiques. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi d'autres questions qui se posent en lien avec l'environnement. Sur, par exemple, est-ce qu'on artificialise certaines pratiques? Vous avez la possibilité maintenant de faire du ski dans des centres commerciaux, notamment à Dubaï. Si ça vous intéresse d'y aller, vous prenez votre avion, vous polluez la planète. Puis après ça, vous allez dans un centre commercial et vous pouvez faire du ski. Du ski, évidemment, avec de la neige artificielle. C'est le genre de choses que vous pouvez aussi vous poser comme question. Puis il y a toute la question après de la santé. Tous ces impacts sur du climat, sur le sport, ben, ça va poser aussi des questions en termes de santé environnementale, puis en termes de performance sportive. On en voit déjà les conséquences. Il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur ces questions, les coups de chaleur, les maladies liées au taux de blessure, parce que vous êtes plus à risque lorsque vous devez sortir et travailler, lorsqu'il fait très froid, lorsqu'il fait très chaud, lorsqu'il y a des feux de forêt. Donc, vous êtes plus sujet à risque de tous ces trucs-là. Vous avez ici aussi des influences, donc les saisons qui changent beaucoup. Vous avez un hiver qui est beaucoup plus instable, donc vous avez du doux, après ça vous avez du très froid, etc. Donc c'est très difficile de faire du patinage, c'est difficile de pratiquer du ski. Donc il faut s'adapter, changer, etc. Encore une fois, un prof d'éducation physique me racontait, il me disait, ben, aujourd'hui, j'entraîne mes élèves à être le plus adaptable possible pour qu'ils puissent faire beaucoup de choses et ils puissent se changer constamment s'il y a de la pluie, s'il y a du verglas, s'il fait très froid, etc. Les vagues de chaleur sont plus communes, la qualité de l'air est pire, et puis on a de plus en plus de désastres naturels. On en a vécu au Canada et on continue encore d'en vivre partout. Tous ces éléments nous ont amenés aussi à nous poser des questions et à lancer un projet de recherche qui est basé autour de cette question-là, de comment le changement climatique influence l'enseignement de l'éducation physique, donc préscolaire, scolaire, collégiale, universitaire, donc primaire, secondaire aussi,
Et comment les élèves et comment les enseignants, ils s'adaptent, ils se préparent, ils se sensibilisent et ils sensibilisent aussi leurs élèves pour proposer des initiatives dans ce cadre-là. Donc, ce qu'on voulait explorer, c'est les liens là-dessus, comment le PS peut contribuer là-dessus, puis quels sont les impacts concrets du changement climatique et les modalités d'adaptation qu'on devrait faire face. Alors, je vais passer rapidement les éléments de cette méthode de recherche. Donc, on a eu une recherche qui est plutôt mixte, avec un devis quantitatif, qualitatif, à base de questionnaires et puis à base d'entrevues individuelles. Donc, on a trouvé des enseignants qui faisaient des choses particulières. Donc, c'est principalement ce qu'on a fait. Je vais vous présenter quelques résultats aujourd'hui qui permettent de donner un portrait de qui sont les profs d'éducation physique qui ont répondu à cette question de l'EPS en contexte de changement climatique. Et je vais passer avec vous quelques indicateurs de ce qu'on a ici au niveau des résultats préliminaires. Ils ne sont pas terminés encore, mais ça va vous donner un aperçu. Alors la première chose, en termes de connexion à la nature, donc est-ce que les profs disent faire des comportements en lien avec la nature? Puis on voit que la tendance est plutôt positive, bien qu'assez quand même distribuée au niveau de la connexion. Donc est-ce qu'ils se sentent connectés à la nature? Plutôt oui, mais on voit que c'est pas non plus la tendance parfaite. On avait une grande question qui était sur l'éco-anxiété. Est-ce que les profs sont éco-anxieux? Est-ce qu'ils ont peur du changement? Est-ce que ça les fait vraiment capoter en bon québécois? Ce qui se passe au niveau du climat. Puis vous voyez qu'en fait, la majorité des profs sont très peu éco-anxieux. Ils n'ont pas peur de ce qui est en train de se passer. Alors, deux hypothèses là-dessus, c'est soit ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer et dans ce cas-là, ils n'ont pas d'a priori là-dessus. Ou encore, c'est qu'ils sont vraiment dans une autre posture et puis qu'ils disent, ben, on passe à l'action, on s'occupe d'autre chose ou on est préoccupé par d'autres choses. Donc, les deux pistes de réflexion sont ouvertes là-dessus. On leur a posé des questions également si les questions environnementales les intéressaient. Est-ce qu'ils pensaient que c'était important de respecter l'environnement? Est-ce qu'ils s'identifient à des groupes, par exemple, environnementaux, type Greenpeace ou des choses comme ça? Et vous voyez que la réponse est très, très distribuée. Donc, les profs d'éducation physique, leur identité verte, c'est comme ça qu'on l'a appelé, est vraiment très distribuée là-dessus. Certains sont très sensibles à la question environnementale et d'autres beaucoup moins en termes d'action, en termes de perception là-dessus. Et puis leur perception eux-mêmes directement de leurs croyances, leurs connaissances, leur perception d'exposition par rapport à ça, nous font dire aussi que c'est très distribué. Donc vous voyez que les profs d'éducation physique, ceux qui ont répondu en tout cas à cette étude, à peu près les 300 participants qui ont répondu à cette étude, dans le domaine francophone, ben, ont répondu de manière très, très, très distribuée en termes de sensibilité par rapport à l'environnement. Donc, vous voyez qu'il y a des influences, il y a des liens, mais il y a aussi des influences. Et à partir de là, ben, l'intérêt pour moi, c'est aussi de vous proposer des pistes de réflexion, de solutions. Puis j'en ai plusieurs pour vous. Évidemment, on pourra continuer d'en parler, mais on pourra aussi continuer de discuter là-dessus. Alors, celle qu'on voit, ben, c'est en lien avec des formations, en lien avec des modules de formation, des ateliers de formation, des actions très concrètes qu'on peut poser, puis de la recherche. Il faut accélérer absolument le processus de recherche là-dessus pour documenter davantage les impacts du climat, puis ce qu'on peut faire. Dans la même étude, on a posé la question aux profs, est-ce qu'ils avaient reçu des formations en lien avec le changement climatique? Puis ce qui nous a frappé là-dessus, c'est que vous voyez que la grande, grande majorité, ce n'est pas le cas. On vit dans une ère où le changement climatique est omniprésent, mais à peu près 80% des profs qui ont répondu à ce sondage ont dit qu'ils n'ont pas reçu de formation en lien avec le changement climatique, donc pour ainsi dire quasiment nul ou pas du tout de formation. Et ceux qui nous ont répondu positivement, ce sont des profs qui étaient déjà motivés par la question, puis qui avaient déjà été chercher par eux-mêmes des lectures, écouter des podcasts, lire et écouter des émissions, etc., etc. Vous avez la même genre de réponse ici sur est-ce qu'ils font des lectures ou est-ce qu'ils en parlent souvent de ce sujet. Alors, on voit que les lectures, c'est très peu présent. Par contre, ils en parlent quand même pour une bonne moitié. Beaucoup en parlent, notamment avec leurs collègues. Mais souvent, ce que nous disent aussi les profs lorsqu'on a fait les entrevues avec eux, ils nous disent, ben, on se fait étiqueter d'écolos, on se fait étiqueter de personnes beaucoup trop intenses par rapport à la protection de l'environnement. Donc, ils hésitent vraiment à prendre position et à vraiment montrer leur couleur et à faire des choses en lien avec le changement climatique dans leur pratique en éducation physique. Nous, pour répondre à cette question de la formation, ben, une piste qu'on a lancée, c'est d'essayer de documenter des profs, de montrer ce que certains profs font
en lien avec le changement climatique. Comment, dans leur pratique de tous les jours en éducation physique avec leurs jeunes, eh bien, ils proposent des approches qui vont et qui sont respectueuses de l'environnement pour essayer de sensibiliser les jeunes. On a une approche qui a été documentée par un prof donc à Montréal, collège, institution collégiale anglophone, qui s'est inspiré du Coyote Guide. Coyote Guide, c'est un livre qui a été écrit par plusieurs auteurs et qui travaille sur beaucoup de notions autochtones. Donc revenir à des notions de nature, plus de territoire, de ressources, puis de comment la nature fonctionne. Donc vous avez une approche qu'on a documentée autour de ça. Et puis, vous avez d'autres approches, par exemple, des options plein air qui sont mises en place, des options extérieures, vie en extérieur ou sensibilisation à l'extérieur, ou des cours de sensibilisation de prise de conscience qui donnent lieu à, ben, on amène les élèves dans un shack, on fait un petit retrait pour qu'ils vivent de manière minimaliste, le plus simplement possible, et qu'ils voient ben, qu'est-ce que c'est d'aller chercher de l'eau. Ah, on n'a pas d'eau potable, il neige, comment on peut fonctionner, comment on peut rationaliser la nourriture pour aller 3 jours dans un shack ou dans vivre dehors, etc. Donc, se confronter à la nature, vivre dehors, ça, c'est une autre approche qui a été prise par un enseignant. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples encore dans les approches. Par exemple, des profs d'éducation physique au secondaire qui s'apercevaient que leurs élèves n'avaient jamais vu les étoiles dans la vie. Donc, ils ont décidé de lancer un dodo sous la tente. Donc, dans la cour d'école, vous avez la cour d'école ici de l'école secondaire. Les élèves arrivent, posent les tentes de leur famille, les tentes de leurs amis, éventuellement les profs aussi et l'école ont des tentes. Eh bien, ils font dormir les élèves sous la tente, donc avec très peu de moyens, une bouffe collective le soir, donc un souper collectif, puis un déjeuner collectif. Ça se déroule en général le vendredi soir, comme ça après c'est le week-end, donc ils peuvent partir chez eux. Et puis vous avez également des cours de sensibilisation à la nature ou d'EPS carrément qui sont faits donc en contexte éloigné. Donc on fait une expédition à l'extérieur où on emmène les jeunes vivre à l'extérieur, donc dans une forme d'expédition qui peut durer entre 1, 2 et 7 jours, 10 jours des fois, qui permet de revenir à du rudimentaire et dans lesquels, par exemple, on enlève les téléphones portables, on enlève le papier, on revient à des choses très rudimentaires de comment on part un feu, comment on cuisine à l'extérieur, comment il faut s'habiller pour survivre au froid, où est-ce qu'on va dormir, comment on construit un abri, pour revenir à cette sensibilisation et ce travail de réflexion par rapport à la nature et de protection de cette nature. Et puis, un autre module qu'on a lancé aussi, on s'est aperçu, il y a une formation qui existe qui s'appelle la fresque du climat, qui est accessible en ligne, qui est accessible en personne. Vous pouvez vous-même vous inscrire. Donc, on a décidé aussi de la donner, cette fresque du climat, à nos étudiants pour qu'ils puissent avoir une première sensibilisation par rapport à cette question. Donc, si je reviens à cette question de la bilatéralité, la relation bilatérale entre le changement climatique et l'éducation physique, ben, au niveau des deux approches qu'on a vues, l'approche de la résilience, approche plutôt de adaptation par rapport aux impacts du changement climatique, et l'approche du comportement proactif, plutôt de j'atténue mes actions en lien avec le changement climatique dans ce que je fais au niveau de mon éducation physique, eh bien, ça nous a donné la possibilité aussi de documenter tout un ensemble d'expériences personnelles des profs. On voit que ici, dans le questionnaire encore qu'on a passé aux enseignants, beaucoup nous disaient, une grande majorité en tout cas, nous disaient qu'ils étaient impactés par le changement climatique directement ou qu'ils connaissaient quelqu'un qui avait été affecté par le changement climatique. Donc, ce n'est plus un mythe, c'est vraiment une réalité pour tout le monde. On a posé la question aussi, est-ce qu'ils avaient proposé des initiatives en lien avec l'éducation physique et le changement climatique dans leur cours d'éducation physique, pardon. Et vous voyez que la majorité, c'est non. Non, pour les raisons que je vous ai posées, parce que ils ont un programme à passer, parce qu'ils ont des exigences à passer, ils ont des limites en termes logistiques, en termes de budget, en termes de possibilités. Et puis des fois, ils se font aussi cataloguer comme des écolos de service. Donc c'est pas non plus ce qu'ils souhaitent faire. Et ça nous a donné quand même la possibilité donc de documenter nos deux approches, puis de voir un petit peu tout un ensemble de choses qui avaient été faites par les profs. Donc on a été capable de référencer dans le chapitre dont je vous parlais tantôt tout un ensemble d'intentions qui ont été proposées par les profs. Vous avez les liens aussi ici, par les profs, par des initiatives, par des interventions, par des institutions et des illustrations de ce qu'ils font. Donc, on travaille sur les déchets, on travaille sur, par exemple, l'aménagement de cours vertes en école pour créer des jardins, des potagers, etc. Et puis là, par exemple, vous allez me dire, mais quel est le lien, par exemple, avec l'éducation physique? Eh bien, un prof, par exemple, il a dit, ben, nous, on va déplacer de la terre avec des pelles, avec des seaux, etc., bien se positionner, porter des grosses charges, déplacer, porter des arbres, etc. Donc, vous voyez, le lien avec l'éducation physique, la motricité est en train de se faire. Mais c'est sûr que on sort du cadre du programme et on pense les choses d'une autre manière.
Et puis, dans les questions du comportement proactif, ben, on a vu des initiatives en lien avec le transport actif. Donc, par exemple, des programmes de vélo, de formation au vélo, de cyclistes avertis, donc de formation à se déplacer sur la route de manière sécuritaire. On a vu aussi tout un ensemble de projets qui sont interdisciplinaires. Donc, on mêle l'éducation physique, donc on se va en retraite en nature, et on travaille sur la littérature anglaise. Par exemple, une littérature de Jack Wolfe, où on apprend à vivre dans le bois, on apprend à vivre de manière rudimentaire, ben, on lit le texte et on le vit en même temps en éducation physique. Donc, vous voyez les deux manières de lier les deux. Évidemment, il y a des liens aussi entre éducation physique, biologie. On a un travail aussi qui est intéressant par un prof du primaire qui est fait du côté voyons, au-dessus de la 40, au croisement de la 40 et de la 15 à Montréal. On emmène les jeunes dans des parcs environnements, donc dans leur milieu naturel, j'ai envie de dire, pour leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'activité physique à partir de marcher à partir de sa maison, jouer avec ses amis dans le parc ou dans la ruelle à côté, puis c'est ça qu'on peut faire. Donc ça devient intéressant, on a documenté tout un ensemble de choses, on a été capable de répertorier ces choses-là, mais évidemment, ce qu'on constate de tout ça, c'est que la majorité sort du cadre du PFEQ. On peut faire quand même des liens, mais la majorité des profs nous ont dit, ben, nous, on sort aussi du cadre parce qu'on ne peut pas rester dans le cadre, on peut pas rester dans le cadre de la progression des apprentissages. C'est trop limitatif, puis ça prend pas en considération ces questions de l'environnement. Des projets à venir, je vous en lance plusieurs, puis je vais terminer avec ces quelques initiatives-là. Donc d'abord, il y a des choses que l'on peut faire concrètement. Vous avez ici en anglais quelques actions possibles à faire dans le domaine du sport, de l'activité physique, de l'éducation physique en lien avec le changement climatique. Donc, par exemple, de travailler sur les déchets, de travailler sur utiliser moins de matériel pour faire tout un ensemble d'activités, d'essayer de mieux réparer, de mieux gérer du matériel, de le recycler éventuellement, d'acheter du matériel de meilleure qualité plutôt que d'acheter du plastique qui éventuellement brise tout le temps puis qu'ensuite est à jeter. Et puis tout un ensemble de mesures d'adaptation qu'on peut faire, donc de proposer des plans de compensation des coûts, de réduire aussi tous les transports qui sont non nécessaires par rapport aux activités scolaires, puis d'établir aussi des règles collectives à l'échelle des institutions. Là-dessus, il y a des institutions qui ont pris des devants en proposant des initiatives, par exemple le Collège Dawson à Montréal ou encore l'Université de Montréal, l'Université Laval, ont proposé des choses qui sont en lien avec essayer de respecter le plus possible l'environnement. Puis de manière individuelle, ce qui ressort des études, c'est trois choses. En termes d'alimentation, de diminuer sa consommation de viande rouge, parce qu'elle a un gros impact sur la planète. Deux, de faire attention à ses transports, maximiser le transport actif à vélo, donc avec notre énergie de corps, minimiser l'avion, minimiser la voiture, minimiser donc les transports comme ça. Et puis faire des meilleurs choix au niveau consommateur, d'essayer de moins consommer, de recycler, d'utiliser beaucoup les choses davantage. On retient de tout ça, puis c'est ça, je vais terminer avec ça. Vous avez une variété de sensibilités, d'approches qui sont proposées par les enseignants d'éducation physique. J'ai envie de dire peut-être même des enseignants en général. On voit des enseignants d'éducation physique à travers l'étude qu'on a faite qui reconnaissent l'importance de préparer leurs élèves au changement climatique et qui l'intègrent de plus en plus dans les thèmes de leurs cours de la protection de l'environnement. Par contre, ils ont souvent aussi des limites par rapport au programme, par rapport au temps qu'il y a à passer avec eux et des difficultés justement au niveau de l'administration scolaire pour faire passer leurs idées. Et puis on relève trois types de trajectoires aussi. Alors ça va être à confirmer dans l'analyse plus précise de nos études, mais on s'aperçoit souvent que plus des profs ont travaillé, ont été sensibilisés, socialisés à l'environnement depuis leur enfance, mais plus ils continuent à travailler dans ce domaine-là. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a une continuité entre leur sphère de vie privée et leur vie professionnelle. Donc, parce que leur vie privée les amène à être sensibles par rapport à cette question, et c'est mon cas, on essaye aussi professionnellement de travailler dans cette mouvance-là, puis d'essayer de changer ces pratiques. Et puis, on s'aperçoit aussi chez ces profs qu'on a interrogés, avec lesquels on a mené des entrevues, c'est qu'il semble y avoir un événement, la naissance d'un enfant. Des fois, ils voyageaient dans des endroits, puis ils s'apercevaient de l'amas de pollution et de déchets qui avaient été créés, par exemple en Afrique ou en Asie, qui avaient été générés par nos pays. Donc, ils disaient, ça n'a aucun sens de continuer à faire les choses de cette manière-là, donc il faut drastiquement changer. Donc, voilà quelques idées là-dessus. C'est une première étude qui a été faite, ce portrait d'éducation physique et en lien avec le changement climatique dans la francophonie. Notre objectif est de le faire maintenant à un niveau international, donc de traduire notre questionnaire en anglais
en espagnol, éventuellement dans d'autres langues, pour essayer de ramasser le maximum d'informations. Parce que nous, ce qu'on vit au niveau de la francophonie, donc ça a regroupé pour le moment des profs qui ont répondu de France, du Québec, de Suisse, de Belgique, et éventuellement d'Afrique du Nord aussi. On aimerait que ça soit le plus diffusé, puis que ça voyage davantage. Ce qu'on voit à la fin, c'est un peu le message que je vous passe, c'est qu'il est urgent, il est même vital d'accélérer le travail de recherche, de formation initiale, de formation continue sur cette question, notamment dans des questions et de proposer des éléments de sensibilisation et de formation. Euh, on va publier des résultats donc quantitatifs, qualitatifs sur cette étude, les méthodologies qu'on a employées, qui sont des mix de plusieurs questionnaires sur ces différentes questions, la question de l'identité verte, l'éco-anxiété, etc., peuvent être prises avec grand plaisir. On veut continuer de documenter des approches parce qu'il y a des profs qui font quelque chose, ils font des choses intéressantes, donc on veut continuer. Et puis, comme je vous le disais, on a aussi développé déjà un certain nombre de modules de formation. Il y a plusieurs webinaires qui sont en cours. Il y en a un ce soir, ça vous intéresse, à 18h30. Vous allez sur LinkedIn, vous allez trouver mon LinkedIn et vous allez trouver le lien de cette formation-là. Donc, c'est des formations qui permettent d'accélérer la réflexion, d'accélérer le processus là-dessus. Ici, vous avez tout un ensemble de ressources qu'on a commencé à référencer puis à récupérer des sites Internet. Je vais vous en montrer quelques-uns pour terminer. Et puis, vous avez l'ensemble des références ici. Je termine par ce message-là, juste avant de vous montrer les sites Internet. Il y avait un penseur indien qui disait, il faut apprendre pour savoir, connaître pour comprendre et comprendre pour juger. On a envie de transformer un peu ce message-là en il faut apprendre pour savoir, savoir pour aimer et probablement aimer pour protéger. Donc, c'est un petit peu le message que je vous laisse à la fin. Je vous termine juste en vous montrant quelques ressources Internet ici. Vous avez sur ma page ResearchGate, puis celle de mes collègues, vous pouvez avoir accès en permanence à nos liens. On essaie de toujours publier en open access, donc en accès libre. Vous avez accès à toutes ces informations-là le plus possible. Vous avez des sites spécialisés sur la question du changement climatique et du sport, donc Sport Ecology Group, par exemple, ou The European Network of Outdoor Sport. Par exemple, dans cette initiative européenne, ce sont des athlètes de différentes disciplines qui se posent des questions, notamment des surfeurs en Norvège qui sont dépressifs parce qu'ils disent ben, comment je fais pour pratiquer mon sport, le surf, sans avoir un impact majeur sur l'environnement avec notamment la cire que je mets sur ma planche, mais aussi prendre l'avion pour aller surfer une vague à l'extérieur. Donc, c'est des questions qui animent beaucoup les athlètes. Et puis, vous avez aussi tout un ensemble de réflexions, par exemple, avec des échanges de matériel. J'ai plus besoin d'un vélo, est-ce que je peux le mettre en lien avec quelqu'un pour que quelqu'un me l'achète ou le récupère, plutôt que de jeter, acheter de nouveau et puis continuer un peu ce cercle sans fin de la consommation. Vous avez un site très intéressant de profs en transition, donc des professeurs de tout acabit, professeurs d'éducation physique, mais ailleurs aussi, qui se posent des questions sur des réflexions là-dessus. Vous avez certaines initiatives comme Football Écologie France qui se posent des questions de comment on peut sensibiliser les jeunes dans le domaine du football à cette question de l'environnement et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans des clubs. Donc, ce sont des clubs locaux, des clubs civils qui font ça. Vous avez également une chaîne YouTube où vous pouvez voir ma face apparaître. Puis vous avez un de mes collègues qui s'appelle Paquitou Bernard qui explique un peu tous les liens plus en détail des recherches entre le changement climatique et l'activité physique. Donc, je vous invite à aller voir. Ça s'appelle ProfTech sur YouTube. Vous avez aussi des initiatives de l'UNESCO en lien avec le Greening Education. Donc, ça s'accélère, mais on est encore vraiment au balbutiement. Et puis, deux derniers, vous avez EPS en Anthropocène. C'est une prof assez crinquée, pardon, qui propose des choses, des initiatives en lien avec l'éducation physique et le changement climatique. Et puis une chaire UNESCO, donc la chaire UNESCO avec laquelle je travaille, qui propose aussi, lorsque vous allez dans l'axe environnement, nature et climate change, vous allez trouver des éléments en lien avec ça. Donc voilà pour cette présentation. J'espère avoir fait ça le plus dynamique, interactif. Ça va me faire super plaisir de prendre vos questions. Ça va me faire très plaisir aussi de vous partager cette présentation et puis d'en reparler avec vous parce que, comme je vous le disais, on est meilleur lorsqu'on avance ensemble, lorsqu'on travaille ensemble. Donc, et puis on a besoin des partenaires sur le terrain, on a besoin de partenaires à l'université dans les différentes disciplines pour que ça avance le plus vite possible. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui, puis je suis disponible pour vos questions ou commentaires. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gadet. C'était fort intéressant, effectivement. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup. Je vous pose quelques questions qui nous ont été déposées dans la question et réponse. Donc, j'invite les participants, si vous étiez euh,
si vous souhaitiez poser une question à M. Gadet, d'utiliser cet outil qui est dans la barre des tâches de Zoom. Notre première question concerne les programmes en EPS. Donc, si on devait réécrire les programmes aujourd'hui d'EPS, que faudrait-il intégrer dans les contenus, les savoirs, savoir-faire, savoir-être, par exemple? C'est une excellente question. Je pense que la force du PFEQ dans sa forme actuelle, c'est un programme qui est assez ouvert, qui donne beaucoup de place à la liberté pédagogique, la liberté d'action des profs. Ce n'est pas le cas, par exemple, de d'autres programmes d'éducation physique, notamment en France, notamment en Suisse, en Belgique, qui sont beaucoup plus prescriptifs sur ce qu'on doit faire. Si on lit le PFEQ en tant que tel, on est capable d'insérer à plusieurs endroits cette question du changement climatique, puis ça laisse cette grande place à la possibilité pédagogique de l'enseignant d'être créatif, puis de créer par exemple de l'interdisciplinaire, de travailler sur des aspects, je pense notamment aux grands domaines de formation, donc de créer des liens avec les autres disciplines, de sortir simplement du cadre du gymnase d'éducation physique, puis de toucher à des questions d'interdisciplinarité, etc. Voilà. Ben, peut-être en rebondissement à ce propos, quelqu'un nous écrit, cette perspective nécessite un changement dans la logique philosophie de l'EPS. Il faut d'abord passer d'une logique d'apprentissage motorisé, technosportive, à une logique socio-scolaire, voire écologique, afin de transformer les visions, les croyances et les perceptions concernant l'enseignement de l'EPS. C'est un commentaire ou une question, je peux C'est essayer d'y un, répondre. c'est un commentaire. C'est un très bon commentaire. Effectivement, le programme d'éducation physique actuel, la manière dont on fait de l'éducation physique actuellement au Québec, en France, en Suisse, en Belgique, pour ceux que je connais bien là, on est vraiment dans une logique de moyens d'action. Pour certains pays, c'est plus exacerbé. On renforce le côté performance sportive. D'un côté, c'est pas illogique puisqu'on veut travailler sur le développement d'une certaine motricité chez l'élève. De l'autre côté, on est peut-être décontextualisé par rapport à une utilité, une nécessité de ce que l'élève a réellement besoin aujourd'hui. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du transport actif, apprendre à faire du vélo, apprendre à se déplacer de manière sécuritaire à vélo, ça pourrait devenir quelque chose de très utile dans sa vie de tous les jours. C'est de la motricité. Vous êtes dans le cadre de l'éducation physique, c'est pas un autre prof qui va le faire, mais ça va permettre de réellement rendre autonome le jeune, de lui permettre de bouger quotidiennement, puis de faire de l'activité physique de manière régulière, de se déplacer pour aller au travail, éventuellement après de faire le commuting, donc le déplacement entre sa maison et le travail de manière active. Donc tout ça, on a des bénéfices sur la santé, sur l'environnement. Lorsque vous êtes sur votre vélo, vous n'êtes pas en train de polluer la planète. Alors après, en ce moment, on a parlé beaucoup des impacts des émissions. Il faut savoir que la question des batteries aussi, les batteries des vélos électriques, la batterie des voitures électriques, c'est une question qui n'a pas été encore attaquée. Mais pour le moment, en fait, la question du carbone, l'émission des gaz à effet de serre est tellement majeure que c'est surtout là-dessus qu'on travaille. Mais il y a d'autres questions à se poser qui amènent aussi en fait à repenser toute une manière dont on fonctionne, toute une manière dont on consomme. Est-ce qu'on a besoin d'aller très loin? Est-ce qu'on a besoin d'une auto pour faire certains trucs? Est-ce qu'on a besoin de consommer absolument le dernier iPhone, le dernier téléphone, la dernière technologie? Ou est-ce que finalement on peut s'en passer? Est-ce qu'on est obligé de donner une conférence et de prendre l'avion pour aller faire 10 minutes de conférence à l'autre bout du monde? Est-ce qu'on est obligé? Donc voilà, les questions sont là. Puis c'est effectivement une grande réflexion. Je pense que c'est une réflexion qui va suivre aussi. Les programmes sont aussi le reflet de ce que des gouvernements portent, puisque les gouvernements portent, ce sont souvent des citoyens qui ont voté pour ces gouvernements. Donc il y a une action citoyenne à mener là-dessus. On peut le faire déjà, il y a des actions individuelles dont je vous ai mentionné, il y a des choses concrètes à faire, il y a des choses professionnelles à faire, vie privée, vie professionnelle, puis éventuellement vie politique ou engagement, militantisme qui peuvent aussi prendre action. Puis il y a beaucoup de pistes de solutions qui sont dans ce sens-là, en lien avec cette question, qui sont de prendre action, de signer des pétitions, de réaliser tout un ensemble de réflexions là-dessus. Mais la première chose, c'est ça, déjà de s'informer, d'en être conscient, de prendre action personnellement, peut-être professionnellement avec certains trucs. Ça peut déjà être des premières pistes de base. Merci. Une autre question qui est aussi en lien avec les enseignants en EPS, on nous dit l'axe EPS-CC Mhm. n'est-il pas simplement un des différents domaines dans lesquels les enseignants en EPS peuvent s'engager dans la perspective d'ancrer socialement leurs cours? L'ancrage sociétal, transfert, faire en sorte que ce qui est appris dans le cours serve en dehors. Les Ouais. enseignants ont une multitude d'apprentissages à offrir à leurs élèves, en fait, pour en faire des citoyens responsables.
Deux choses, si je comprends bien cette question. La première chose, c'est qu'effectivement, les profs sont pris avec un programme qu'il faut enseigner, le PFEQ, éventuellement l'extension de la PDA, qui donne des pistes d'inspiration et d'application concrète de ce PFEQ. Donc, on est pris avec un programme qu'il faut appliquer, qu'il faut donner aux élèves. C'est la mission de l'école, c'est la mission du gouvernement qu'on souhaite transmettre aux élèves. Donc, on est pris avec ça. Après, il y a d'autres choix qui sont faits par certains profs dans ce cadre légal du PFEQ d'infléchir ou de donner des orientations plus fortes. Je vous ai donné quelques exemples au Québec de profs qui, dans le PFEQ, jouent et disent, bah, nous, par exemple, lorsqu'on parle de pratiquer des activités physiques ou des moyens d'action qui sont dans des contextes variés, les contextes variés ne sont pas définis, mais certains utilisent la nature, certains utilisent des piscines, certains utilisent des parcs, des parcs avoisinants, des forêts, etc. Donc ça donne des possibilités. Et puis, il faut savoir que dans certains pays, je vais prendre par exemple la Nouvelle-Zélande, Singapour, mais également aussi la Scandinavie, donc les pays comme la Norvège, le Danemark, la Suède, même la Finlande, s'intéressent aussi, ils ont même un socle carrément dans leur programme d'éducation physique qui s'appelle, alors il y a éducation physique et à la santé et à l'environnement. C'est jamais formulé de la même manière, mais l'environnement est une des pièces maîtresses de leurs actions et de leur travail là-dessus. Et ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que c'est un petit peu ce que je disais à mes étudiants cette semaine en cours. Je leur disais, si vous ne le faites pas en termes d'éducation à la santé, qui va le faire? Donc cette question du changement climatique, c'est un peu la même chose. Et si vous ne le faites pas, si d'autres profs ne le font pas, tout le monde va dire personne ne le fait parce que c'est pas au programme. Donc on va pas le faire, on sera pas sensibilisé, et puis on aura des générations qui vont donc poursuivre dans cette mouvance et dans ces actions qui auront peut-être justement un impact plutôt négatif au niveau du changement climatique. Merci. Ben, toujours dans cette modification ou cette façon d'intégrer davantage l'éco-citoyenneté, on a une question ici, ben, peut-être vous auriez la réponse pour notre participant. Dans le contexte de la France, comment Mhm. modifieriez-vous les maquettes en STAPS pour intégrer de l'environnement, la RE, ou de l'éco-citoyenneté sans modifier les concours d'agrégation ou les CAPES? Ouais. Les concours STAPS, je pense que c'est ça que tu voulais dire, Oui. Hélène, tout à fait. Oui, donc c'est la formation des profs d'éducation physique en France. En fait, ça amène, il y a deux portes d'entrée possibles, en tout cas celle qu'on voit pour le moment. Il y a la méthode soft ou très simple qui dit, bah, les modules de formation, par exemple, qu'on a créés ou qu'on est en train de créer, il y a des ressources au niveau de l'éducation relative à l'environnement. Il y a des ressources dont je vous ai parlé, la fresque, par exemple, du climat. C'est une manière soft ou simple d'appliquer de temps en temps quelques formations comme ça. C'est ce qu'on fait à minima avec nos étudiants, nous, en formation initiale, ici, donc à l'Université du Québec à Montréal, au Québec. Mais on peut aller dans une manière, puis c'est un peu ce que les réflexions du GIEC amènent aussi à dire, c'est de dire on pourrait aussi complètement repenser la logique des choses et aller plus dans une logique de programme tel que je vous le disais, que d'autres pays ont choisi, de dire l'environnement devient un élément prépondérant de ce que le prof d'éducation physique fait. Je vous donne un exemple très simple. Je peux prendre mon cours d'éducation physique que je fais dans un gymnase et je le passe à l'extérieur. Bah, ça va donner tout un autre cours d'éducation physique en termes d'enseignement, mais aussi en termes d'effets que je vais avoir sur la santé de mes jeunes. Donc, il y a des réflexions là-dessus au niveau de comment j'utilise la pédagogie à l'extérieur, comment je crée le lien avec l'environnement, parce que certains chercheurs et certains praticiens vont dire, ouais, mais moi, je vais pas aller dehors parce que le plein air, ça pique, ça gratte, c'est froid, c'est mouillé, donc c'est pas trop intéressant. Et donc, ça va aussi repousser certains élèves et c'est peut-être pas pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est après de garder, motiver les élèves autour de nous, puis de les amener à travailler à leur mesure de ce qu'ils peuvent faire pour l'environnement. Puis, il faut pas oublier il y a l'effet pour les élèves, mais il y a l'effet aussi pour les profs. Les profs qui sont à enseigner dehors, les profs qui enseignent en lien avec l'environnement nous disent, je me sens mieux, ça me permet de respirer, ça me permet de prendre l'air, de voir le soleil, etc., plutôt que d'être enfermé dans un gymnase, etc., etc. Puis il y a des moyens alternatifs qui sont des fois, ben, par exemple, les préaux, qui peuvent donner un abri en étant à l'extérieur, mais en étant à l'abri des intempéries. Donc il y a des possibilités aussi différentes comme ça d'utiliser l'activité physique et puis l'éducation physique dans d'autres contextes pour travailler sur d'autres choses. Voilà.
Merci. Un participant nous amène à un autre niveau et vous demande quelles recommandations donneriez-vous afin d'influencer les décideurs et les gestionnaires au niveau du CC? Ouais, c'est une excellente question. Je n'ai pas une grande réponse là-dessus, si ce n'est que, en fait, je pense que voter, s'engager, travailler en lien avec cette question-là, donc c'est-à-dire proposer des choses à notre mesure, vie professionnelle, vie personnelle, qui peuvent avoir un impact sur notre école, sur nos environnements, sur nos jeunes, ben déjà on va avoir une première action. Lorsque éventuellement les décideurs publics, c'est-à-dire les sociétés, vont commencer à bouger plus fortement, parce qu'on le voit en Europe, ça bouge beaucoup plus vite. Euh, Peut-être une capacité de fédérer ou une sensibilité par rapport à ces questions-là qui est plus forte. Mais on voit que ça bouge pas encore au niveau, ou en tout cas pas assez vite au niveau des gouvernements. Mais la question, c'est que si tout le monde s'y met, si tout le monde met la main à la pâte, puis c'est un peu l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de dire il y a des pistes de solutions, il faut réfléchir ensemble, il faut accélérer pour intégrer tout ça. Ça ne veut pas dire, certains vont vous dire il faut changer drastiquement les choses, peut-être, mais il y a plutôt des chercheurs, puis moi je suis plus raisonné là-dessus, qui disent qu'il faut planifier cette transition. Donc penser logiquement une manière de revenir ou en tout cas d'aller vers quelque chose qui serait plus responsable, durable, qui respecterait davantage l'environnement. Mais ça se planifie, ça se répond bien. Il faut bien comprendre les conséquences, les influences, les liens. Qu'est-ce qu'on fait à chaque jour et comment ça va avoir une influence. Par exemple, lorsque j'achète un nouveau set de ballons, j'ai des ballons qui sont crevés, qui sont en mauvais état, je vais acheter un nouveau set de ballons. Ben, il y a toute une chaîne derrière de production de ces ballons, livraison de ces ballons, utilisation de ces ballons. Tu sais, il y a toute une réflexion là-dessus à avoir en termes de matériel, de chaîne logistique, d'achat, etc., etc. Voilà. Merci. À un autre niveau, voici une question intéressante aussi. Dans le contexte de la prochaine campagne électorale au Québec, n'y a-t-il pas une place à prendre par les enseignants en EPS dans cette perspective de revendiquer des ajouts en lien avec les enjeux CC et développement global du jeune, en faisant entre autres des liens avec le mieux-être de la société québécoise? Excellente question. Oui, je pense que l'action va devoir être politique, l'action va devoir être militantiste. Si le gouvernement voit un peuple qui est prêt à bouger, qui veut de la transition vers plus de prise en considération de ce changement climatique, il va bouger. Moi, j'ai été vraiment surpris lorsque j'ai vu le référentiel de compétences professionnelles, tout nouveau, tout beau, 2020, qui sortait. On était à l'aube de la pandémie de Covid-19. Et je me suis dit, ah, ben, ils vont être visionnaires et ils vont dire, bon, ben, on met le changement climatique au sein de ce référentiel. Puis ça n'a pas du tout été le cas. On a tout un ensemble d'autres questions. On a les questions d'inclusion, on a les questions tranquillement des peuples autochtones, etc. Mais la question du changement climatique peut se retrouver dans ce qu'on appelle des enjeux contemporains, mais ils sont pas nommés. Donc vous pouvez avoir la place. Alors c'est ça la force de ces textes-là. On peut utiliser ces enjeux contemporains comme le changement climatique, mais ça aurait été intéressant que ça soit encore plus exacerbé, que ça soit plus dit, plus mis de l'avant. Mais je vous engage vraiment à prendre action. Les profs qu'on a consultés, nous au niveau de la recherche, on essaie de faire bouger les choses à notre niveau. Donc j'essaie par exemple de moi de sensibiliser mes collègues en termes de recherche. C'est pas facile, mais en termes de qu'est-ce qu'on peut faire, en termes de chercheurs, de formation, pour montrer à nos élèves tous les impacts. Donc déjà commencer par une sensibilisation, une conscientisation, puis de leur donner des premières formations qui peuvent aider aussi à les équiper, à leur donner des ressources pour passer à l'action. Je pense que je vous ai mis aussi dans la présentation tout un ensemble de ressources à consulter, des podcasts à écouter, qui nous permettent d'écouter ce que, par exemple, des ingénieurs pensent, ce que des experts, par exemple, de démocratie pensent, des gens dans le domaine de la production, de l'industrie qui pensent, et qu'est-ce que toutes ces personnes-là peuvent faire pour ce domaine-là. Parce que ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le changement climatique s'en fout complètement de ce que nous on fait. Par contre, c'est nous qui allons subir les conséquences et on les subit déjà. Donc, il est urgent de faire quelque chose. Puis, ce que je vous ai pas montré aussi dans cette présentation, c'est ce qu'on appelle les tipping points. Plus on avance et plus on fait rien, plus la courbe d'inflexion va être grande et plus les dégâts vont être irréversibles. Donc, certes, ça amène certains chercheurs, ça amène certains collègues, profs de PS, à être très, très, très anxieux par rapport à cette question-là et donc devoir devenir vraiment des militants plus forts encore. Moi, je suis plus dans une posture de chercher des solutions, de proposer des solutions, puis d'essayer de passer à l'action de manière plus concrète et un petit peu plus radicale. Voilà.
Une question ici, pourquoi cibler davantage sur le CC que sur l'éducation au développement durable au sens large? Ouais, c'est une bonne question. Le changement climatique, ma réponse pour le moment, c'est celle-là et je pense qu'elle va encore évoluer. Le changement climatique, c'est ultra concret. Je vous ai montré en début de présentation les indicateurs qui sont très concrets. C'est des scientifiques qui mesurent. Donc, on regarde un glacier, on regarde à quelle mesure et à quelle hauteur se situe la glace, à quelle hauteur elle est l'année d'après, à quelle hauteur elle est l'année d'après, etc. Donc, c'est très concret. Ce sont des preuves scientifiques, des faits qui permettent de mesurer le changement climatique. Le développement durable, cette question de la durabilité, si vous commencez à vous y intéresser, vous allez voir que c'est un vœu pieux. La question est intéressante, mais le terme est pas clair et surtout, il n'a pas la même signification dans les différentes langues. Donc, sustainability, durabilité, sustentation, par exemple en espagnol, déjà juste avec ces trois langues-là, vous avez plein de manières d'interpréter la durabilité, la sustainability d'une manière différente. Donc, certains vont vous dire, bah, c'est simplement faire perdurer dans le temps des choses. D'autres vont vous dire, bah, c'est d'avoir une durée de vie importante pour un objet. D'autres vont vous dire, bah, en fonction de mes intérêts, c'est comme ça que je vais penser la durabilité. Donc, on est dans une notion qui est beaucoup plus floue, beaucoup plus difficile à opérer. Il y a des standards qui ont été nommés par les Nations Unies avec des critères et des indicateurs très précis pour chacun des objectifs du développement durable. Mais après, pour les opérationnaliser de manière très concrète, vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe parce que cette notion de durabilité, de développement durable est vraiment, fait vraiment encore débat. Puis je vous invite à regarder, je pourrais vous partager aussi un débat qui a eu lieu en France au niveau des chercheurs en éducation physique, en activité physique, qui se sont posé la question de ce développement durable. Et pour finalement dire, ben, pour le moment, on travaille à partir d'une notion qui est très floue, qui est très encore embryonnaire. Voilà. Toujours cette personne nous dit merci pour cette présentation complète et très intéressante. Et concernant les actions, celles présentées reposent d'abord sur les individus. Ne peut-on pas imaginer un modèle plus interventionniste, notamment par rapport au GESI à l'aune de la Coupe du Monde au Qatar? Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que recommandent les membres du GIEC. C'est des actions qui sont individuelles. Donc, je vous en ai nommé trois de ce que vous pouvez faire au niveau de l'alimentation, au niveau du transport, au niveau des choix de consommation, des choix de consommateurs. Il y a des actions professionnelles que vous pouvez faire, donc poser, de réfléchir dans votre action, dans votre cadre professionnel, qu'est-ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire. Et puis, après, il y a des actions qui sont politiques, qui demandent plus des collectivités, des gouvernements. Donc là, c'est de voter, s'instruire, s'engager, militer, qui permettent aussi à plus grande échelle d'avoir des plus gros impacts. Je vous donne deux, trois exemples. Lorsqu'on souhaite, par exemple, rénover une maison au Québec, puis on souhaite suivre des mesures pour qu'elle puisse être durable dans le temps, ben, on trouve très peu de moyens de le faire parce qu'on n'a pas de ressources. Et si vous le faites, c'est à vos frais. Et puis, il n'y a pas d'appui de l'État. C'est la même chose que vous allez trouver en France aussi. C'est la même chose que vous allez trouver dans d'autres pays encore. Donc, il n'y a pas cette réelle volonté de l'État d'aller dans ce sens-là. Ou en tout cas, il est vraiment très parcimonique. On a quelques subventions qui existent, mais il n'y a pas une volonté, par exemple, du gouvernement qui dit, OK, on va remettre à jour tous nos bâtiments, toutes nos maisons pour qu'elles soient plus des passoires thermiques, mais pour qu'elles permettent vraiment de garder la chaleur, qu'elles permettent de bien respirer l'été, qu'elles permettent de s'adapter donc à ces nouvelles réalités que sont le changement climatique. Euh, la même manière pour le sport, hein, on n'a pas de, on a des, pour le moment, on a des actions, on a des organisations qui réfléchissent à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire individuellement, sensibiliser nos jeunes, planter un jardin à côté du terrain de soccer, etc. Mais on n'a pas d'action globale des fédérations qui disent, OK, nous, on s'engage. Voici une loi, une ligne directrice de ce qu'il faudrait faire en lien avec le climat, puis vraiment pour passer à l'action, pour accélérer le processus là-dessus. Pour le moment, on en est encore à ces réflexions-là, mais il faut vraiment drastiquement accélérer. Donc, individuellement, professionnellement. Puis je pense que les politiques ont aussi leurs mesures à faire. Et nous, on a un rôle de citoyen d'aller voter, de pousser des idées, puis de militer pour certaines idées, à mon avis, parce elles sont importantes et elles sont cruciales pour notre vie, notre survie. Là. C'est vraiment de ça qu'on parle. Merci. On revient au prof d'éducation physique. Comme c'est le cas pour l'éducation à la santé, s'il tient vraiment à échanger la vie de ses élèves, le prof d'éducation physique ne doit-il pas impérativement travailler avec une équipe multidisciplinaire? Oui,
Absolument. Le changement climatique, comme je vous le disais, s'en fiche des frontières, s'en fiche des religions, s'en fiche de quel camp vous allez voter. Le changement climatique est. Et le changement climatique est global, il nous touche tous, etc. Donc oui, c'est un problème qui est majeur. Lorsqu'on a implanté l'éducation à la santé dans le PFEQ, puis on l'a imposé aux profs d'éducation physique, on s'est aperçu aussi de beaucoup de lacunes. On n'avait pas de formation pour les profs. Encore aujourd'hui, des stagiaires nos stagiaires, nos étudiants qui sortent et qui vont en stage s'aperçoivent en fait que beaucoup de profs ne font pas voyons, l'enseignement de l'éducation à la santé. Donc, ça va être la même manière. Il va falloir travailler à les former, il va falloir développer des formations, il va falloir former ces nouvelles générations d'étudiants, ces anciens profs et ces profs qui sont sur le terrain concrètement, parce qu'ils font une action concrète tous les jours pour les jeunes. Donc oui, il faut travailler là-dessus. Et il faut donner des moyens. Il faut donner des moyens, ça veut dire des formations, il faut y réfléchir. Il faut aussi que les profs, c'est ce qu'on a commencé un peu avec ce projet de recherche-là, c'est de dire qu'est-ce que les profs déjà font, dont on peut s'inspirer, puis qu'on va pouvoir ensuite transmettre aux autres. Donc l'idée, c'est aussi de passer le message, de regarder ça se fait dans telle école. Peut-être que vous pourriez aussi le faire dans telle école, etc. Peut-être que vous avez les moyens. Peut-être que ces personnes-là deviennent des ambassadeurs pour vous aider à développer une autre action. Mais oui, tout à fait, c'est une action qui va être multidisciplinaire. Là, on parle de l'éducation physique, mais à mon avis, comme l'éducation à la santé, c'est tous les profs qui doivent embarquer là-dessus, l'équipe école, la direction de l'école. Puis j'ai même envie de dire pour le changement climatique, parce qu'en fait, le changement climatique va avoir un impact sur l'éducation à la santé. Donc c'est encore, en fait, a un impact sur l'éducation à la santé. Donc c'est même encore au-dessus, selon moi, en termes de priorité, où il faudrait vraiment agir et travailler par rapport à ça. Merci beaucoup. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Certaines personnes nous disent merci beaucoup, c'était fort intéressant, hyper intéressant. Ils voient l'application dans leur pays ou dans dans leurs différentes interventions. Euh, je vais peut-être prendre quelques minutes. Il nous resterait un petit peu de temps. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à les noter. Sinon, tout sera transmis, vous sera transmis, Monsieur Gadet, si vous voulez répondre personnellement à des interventions de personnes qui vous saluaient personnellement. Donc, vous pourrez le faire de cette Je, façon-là. je les salue également, puis je les remercie d'avoir été là aujourd'hui. C'est très intéressant. Puis s'ils ont besoin de quoi que ce soit en termes d'appui, en termes de cette présentation, les ressources, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Ça va me faire grand plaisir parce que plus on est de fous, plus on rit, et puis surtout plus on est puissant à réfléchir ensemble là-dessus. Puis donc, peut-être ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, ça se tiendra pas dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'on aura pensé collectivement, puis qu'on sera rendu ailleurs dans la réflexion. Donc, merci à tous d'avoir participé, d'avoir pris part à ces questions, à ces réflexions. Et puis, partagez ça, discutez-en, débattez, puis avec grand plaisir d'échanger avec vous pour une prochaine fois.